Certaines créatures, je n'étais maintenant c'est pas censées être ici, mais elles ont trouvé leur chemin et causent de maintenant le chaos. Regardez, se dirigent vers l'eau. Des plantes géantes aux animaux voraces, ces envahisseurs ont perturbé les écosystèmes. Qu'ils soient arrivés par accident ou aient été introduits avec de bonnes intentions, leur impact a été dévastateur. Plongeons dans 20 des pires espèces envahissantes des États-Unis. D'aussi le gens des États-Unis, ça. Numéro 20. Le scarabée longicornes asiatique. C'est un type d'insecte foreur de bois qui s'est venu tout droit d'Extrême-Orient, et il est amusant de noter que cette créature n'est généralement pas un nuisible dans son espace natif. Cependant, son introduction en Amérique du Nord a eu des conséquences assez graves. Le scarabée est une force destructrice pour les arbres, à feuillage dur, en particulier les érables, les peupliers, les bouleaux, les saules et les ormes, et contrairement à de nombreux nuisibles, le scarabée longicornes asiatique cible les arbres sains. Il creuse à travers l'écorce pour se nourrir de la couche de cambium et du bois de cœur. Avec le temps, cela affaiblira l'arbre, pouvant mener à sa mort. Le pire dans ce problème est qu'une fois qu'un arbre est infesté, il ne peut pas être sauvé. De grands efforts sont déployés aux États-Unis et au Canada pour contenir et éradiquer le scarabée, y compris des inspections d'arbres et l'enlèvement des arbres infestés afin de limiter son impact. Mais avec tant de bugs envahissants qui semblent déterminés à détruire presque tous les arbres natifs d'Amérique, combien de temps avant que beaucoup d'entre eux ne soient tout simplement perdus à cause de cette dévastation? Maintenant, il est temps de parler d'un sujet étrange. Dans les années 1930, les États-Unis ont introduit le crapaud de canne pour contrôler les nuisibles dans les champs de canne à sucre. Mais cette décision a échoué. Non seulement les crapauds se sont répandus rapidement, mais ils chassènent et rivalisent avec les espèces natives pour la nourriture. Pire encore, ils sont hautement toxiques pour les prédateurs, y compris les animaux de compagnie causant des ravages environnementaux. Que pensez-vous de l'impact du crapaud de canne sur l'écosystème maintenant? Partagez vos pensées dans les commentaires avec le hashtag sujet étrange. Numéro 19, le poisson-lion. Ce poisson spectaculaire a définitivement un style unique. Le poisson-lion est un grand favori des propriétaires d'aquariums depuis de nombreuses années. Son apparence fantaisiste a conquis de nombreux fans, mais ce poisson est en réalité un peu une menace. Le poisson-lion est originaire de la région Indo-Pacifique, mais dernièrement cet habitant orné de l'océan a fait son apparition un peu partout, et c'est un véritable problème. Maintenant considéré comme une espèce envahissante dans les eaux côtières du sud-est des États-Unis et des Caraïbes, ces poissons nuisent d'un plus qu'ils n'apportent de bénéfices aux écosystèmes délicats de ces zones. Le poisson-lion est une espèce prédatrice et depuis qu'il s'est installé dans de nouvelles eaux, il a systématiquement dévoré toutes sortes de créatures avec lesquelles il n'a pas interféré. Le poisson-lion est connu pour causer des dommages incalculables à l'équilibre salin des récifs. Ils mangent tous trop de poissons perroquets, ce qui signifie qu'avec moins de poissons perroquets, pour les manger, les algues deviennent incontrôlables. Ils s'en prennent également aux populations de mérous et de vivaneaux, laissant moins de ressources disponibles pour soutenir ces espèces. Les espèces envahissantes seront toujours un problème, mais en ce moment, avec toutes les autres pressions sur l'environnement marin dues au changement climatique, à la surpêche et à la pollution, une créature avide envahissant toute la nourriture peut bien être trop difficile à gérer. Numéro 18. Le punaise marmorée brune. La punaise marmorée brune est arrivée pour la première fois aux États-Unis en provenance d'Extrême-Orient à la fin des années 1990. Et depuis, elle menace l'agriculture et les maisons des gens à travers le pays. On pense qu'elle a été introduite par des expéditions de marchandises et elle s'est depuis répandue dans au moins 42 États américains. Mais les gens veulent acheter toutes ces choses qui arrivent dans des conteneurs d'expédition et ils ne peuvent pas choisir ce qui est caché à l'intérieur. C'est un jeu de hasard en fait. Ces insectes ont un corps brun en forme de bouclier qui mesure environ 1,3 à 1,9 cm de long et ils ont faim. Ils se nourrissent de plus de 166 espèces de plantes différentes, y compris des pommes, des poires, des pêches, des haricots et même des plantes ornementales, donc votre jardin est en danger. Numéro 17. Hydrilla. L'hydrilla, qui peut sembler être un Godzilla aquatique, et pour de bonnes raisons est une plante aquatique agressive et extrêmement envahissante, qui est devenue une espèce envahissante significative à travers l'Amérique du Nord et au-delà. Elle a été introduite dans les années 1960, très probablement par le commerce des aquariums.
Encore une fois, c'est un domaine où des personnes irresponsables et mal informées ont fait des erreurs si graves qu'elles ont littéralement changé la forme de la planète et elle s'est rapidement répandue dans les systèmes aquatiques à travers les États-Unis. L'hydrilla est capable de surclasser toutes sortes de végétation indigène, et elle a également l'habitude ennuyeuse de former des tapis denses, qui bloquent la lumière du soleil et réduisent donc les niveaux d'oxygène dans l'eau, ce qui tue presque tout le reste. C'est génial. C'est exactement ce dont nous avons tous besoin. De l'eau morte. Numéro 16. Moineau domestique. Le moineau domestique est une espèce native d'Europe et de certaines parties de l'Asie. Il n'était pas censé vivre en Amérique, mais certaines personnes brillantes ont pensé qu'il serait une excellente idée de libérer un grand nombre d'entre eux 100 en fait, dans le but de tenter de contrôler la population d'insectes à Brooklyn, New York en 1851. Cela s'est bien passé, du moins pour les oiseaux. Les moineaux domestiques sont super adaptables et ne se soucient vraiment pas de l'endroit où ils vivent, ce qui signifie qu'ils construiront un nid presque n'importe où et partout, et ils sont particulièrement friands des environnements urbains. Ils peuvent également manger une large gamme de choses, donc ils ne sont pas limités par l'environnement ou le régime alimentaire, et il n'est pas surprenant que ces oiseaux n'aient pas seulement résolu le problème des insectes à Brooklyn, mais qu'ils aient également déployé leurs ailes et commencé leur expansion de population à travers tout le continent. Et bien évidemment, écologiquement, le moineau domestique a des impacts significatifs sur les populations d'oiseaux natifs. Ils sont agressifs et territoriaux et chassent souvent les espèces natives de leur site de nidification préféré. Les moineaux domestiques détruiront même les œufs et tueront les jeunes oiseaux natifs pour s'emparer de leur nid. Essentiellement, ce sont des voyous, mais il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet maintenant. Ce dentifrice est un peu sorti du tube, pour ainsi dire. Numéro 15. Sanglier. Ensuite, nous avons le sanglier qui est une espèce envahissante aux États-Unis. Ces créatures sont originaires d'Eurasie et de certaines parties de l'Afrique du Nord, mais elles apparaissent dans des parties de l'Amérique du Nord où elles n'ont vraiment rien à faire. Et devinez quoi? Elles ont été amenées là par de stupides humains. Les sangliers ou cochons sauvages, comme on les appelle localement, vivent en grand nombre dans les zones rurales de la Louisiane. On estime qu'il pourrait y avoir plus de 3/4 million d'entre eux dans tout l'État. Naturellement, la chasse aux cochons est une activité populaire pour les gens. Et il est intéressant de noter que cela ne semble pas avoir un impact négatif sur ces animaux. Le sanglier est en réalité l'une des créatures les plus durables qui existent. Ils mangent un n'importe quoi et ils le font fréquemment et ils peuvent causer beaucoup de dégâts à l'environnement s'ils ne sont pas contrôlés. La population dépasse actuellement le taux auquel elle est contrôlée par la chasse, donc ils ajoutent constamment à leur nombre. Ce sont certaines des créatures qui se reproduisent le plus rapidement au monde et il est important de maintenir leur nombre bas afin qu'ils n'impactent pas la faune native de manière négative. Numéro 14. La motte spongieuse. La motte spongieuse a été, comme tant de ces choses, introduite par accident en 1869 près de Boston par un entomologiste qui tentait de les croiser avec des vers à soie. Mais bien sûr, elles se sont échappées de son jardin et se sont rapidement répandues et ont envahi le paysage juste à l'extérieur. Maintenant, aller, c'est juste un comportement négligent. Qu'a-t-il fait? Eh bien, leur demander de rester à l'intérieur des limites de sa maison. S'attendre à ce qu'un insecte soit gardé par une clôture, mon Dieu. Même s'ils ont fait un peu d'effort pour éradiquer cette mythe, elle était trop déterminée à survivre, et au moment où l'an 1900 est arrivé, elle était bien établie dans toute la Nouvelle-Angleterre. Ça ne s'arrête pas là. À ce jour, la mythe spongieuse peut être trouvée dans 20 États ainsi que dans des régions de l'Est du Canada, et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Cette mythe pondra des œufs qui écloront et donneront naissance à de très affamées chenilles, vous savez comme celle du livre d'histoire. Sauf que cette chose est vraiment friande de feuilles sur les arbres et elle peut en manger une quantité énorme. Pendant environ 40 jours, cette chenille se remplira de feuilles. Ces petites bêtes peuvent littéralement dépouiller un arbre de toutes des feuilles. C'est un danger pour la survie de l'arbre car cette perte répétée de feuilles l'affaiblira et peut conduire à la mort de l'arbre, surtout en période de sécheresse. Ces chenilles ne sont pas non plus très difficiles. Elles se gaveront des feuilles de presque n'importe quel arbre et au moins 300 espèces sont à risque à cause de cet insecte. En fait, le risque est jugé si énorme à ce stade qu'il y a un énorme budget d'environ 3 milliards de dollars dépensé chaque année pour tenter de contrôler la propagation de la mythe spongieuse. C'est un sérieux problème en effet. Numéro 13.
Le perce-oreilles émeraude. Le perce-oreilles émeraude est un scarabée d'invasion extrêmement destructeur, qui était responsable à lui seul de la décimation des populations de frênes à travers l'Amérique du Nord depuis qu'il a été introduit sans le savoir. Bien qu'il vienne d'Extrême-Orient, l'insecte a été détecté dans le Michigan, aux États-Unis en 2002, et s'est depuis répandu dans 36 États ainsi que dans certaines parties du Canada. Même si ce scarabée est extrêmement petit, il a causé la mort de dizaines de millions de frênes. Cette destruction totale a eu pour effet de modifier profondément les écosystèmes et les paysages, sans parler des économies qui dépendent ensemble du bois de frêne. C'est vraiment désolant, et après que les scarabées adultes aient pondu des œufs dans les crevasses de l'écorce de l'arbre, leurs larves se faufilent dans le bois, se nourrissant en cours de route. Cette attaque endommagera la capacité de l'arbre à transporter les nutriments, ce qui entraînera la perte de ses feuilles, et il commencera alors à mourir progressivement jusqu'à s'éteindre complètement. Les arbres infestés peuvent de mourir dans les 2 à 3 ans suivant l'attaque initiale, et le scarabée a été répandu involontairement par les gens qui déplacent tantôt du bois, que ce soit pour du bois de chauffage ou pour divers produits en bois. Sérieusement, il commence à sembler que tout est en train d'être condamné à ce stade. Chaque fois que les gens déplacent contre quelque chose, il semble créer une sorte de désastre écologique. Peut-être que nous pourrions tous rester vraiment immobiles pendant un moment. Numéro 12. Le poisson-serpent du Nord. Le poisson-serpent du Nord est apparu dans un étang du Maryland aux États-Unis en 2002, et cela a quelque peu perplexé les gens, mais aussi beaucoup inquiété. Ce poisson est natif de la Chine, de la Corée et de la Russie, mais il a été occupé à établir des populations dans plusieurs États à travers l'Amérique, en particulier dans la région de la baie de Chesapeake, qui comprend la Virginie et le Maryland. Mais il a également été trouvé aussi loin que la Pennsylvanie et New York. Naturellement, c'est un énorme problème sur le plan écologique. Ces poissons prédateurs peuvent vivre dans toutes sortes de conditions aquatiques et peuvent de même survivre hors de l'eau pendant jusqu'à 4 jours en utilisant des organes spéciaux qui leur permettent de respirer de l'air. En plus de toutes ces étranges adaptations, ils ont également la capacité effrayante de marcher sur la terre. Ils sont en concurrence directe avec les poissons natifs pour les types de choses qu'ils mangent. Les poissons serpents du Nord mangent de tous des autres poissons aux amphibiens en passant par les insectes et même les petits mammifères. Il n'y a pas de prédateur naturel pour ce poisson monstre, donc contrôler la population s'avère délicat. Numéro 11. Fourmis de feu importées rouges. Les fourmis sont des nuisibles super ennuyeux, c'est sûr, et une fois que vous les trouvez dans votre jardin ou même une rangée d'entre elles marchant dans votre cuisine, vous savez que vous êtes en danger. Ces petites créatures peuvent être difficiles à éliminer une fois qu'elles ont trouvé un endroit où s'installer, et les fourmis de feu sont encore pires. Si vous vous êtes déjà assis dans l'herbe un moment avant de réaliser qu'il y a un nid de fourmis sous vous, alors vous savez que ces petites bêtes mordent. Les fourmis de feu sont un peu différentes des fourmis ordinaires parce que celles-ci ont une arme mortelle. Elles ne piquent pas seulement avec un zèle stupéfiant, mais elles aiment aussi vaporiser de l'acide formique sur tout ce qu'elles considèrent comme une menace. C'est une substance désagréable qui peut causer beaucoup de douleurs d'irritation de la peau, et si elles deviennent suffisamment en colère et en vaporisent assez, cela peut même entraîner la mort. Quelle joie! Numéro 10. Nutria. Ces gros rongeurs ont des pattes palmées et préfèrent nager dans l'eau plutôt que de traîner sur la terre. Ils vivent dans des terriers sur les rives des rivières ou dans les rives des lacs et d'autres zones humides. Ces rongeurs à longues dents sont des nageurs exceptionnellement forts et peuvent rester submergés pendant jusqu'à 5 minutes à la fois sans avoir besoin de remonter à la surface pour respirer. Le nutria est en réalité natif d'Amérique du Sud, mais ces gros rongeurs ont été transplantés dans des zones du monde entier et peuvent maintenant être trouvés dans de nombreux autres endroits, y compris le Canada et plus d'une douzaine d'États-Unis. En fait, la raison pour laquelle ces créatures se sont retrouvées dans d'autres pays est, comme vous l'avez peut-être deviné, l'activité humaine. Cette fois-ci, les gens sont responsables de les avoir pris d'Amérique du Sud et de garder ces animaux inoubliables dans des fermes à fourrure. Le problème est que le nutria, en tant que prisonnier avec une peine de mort, a tenté et parfois réussi à s'échapper de la captivité. Ces animaux ont réussi à retrouver la liberté et semblent très capables de s'accoupler et d'établir de grandes populations sauvages dans ces nouveaux pays. Aujourd'hui, le nutria est essentiellement une espèce envahissante malicieuse trouvée dans toutes sortes d'endroits où elle n'a vraiment pas sa place. Numéro 9. Le crapaud de Cannes.
Le crapaud de Cannes est l'une des espèces envahissantes les plus célèbres ou vraiment infâmes destructrices de la planète. Le crapaud de Cannes est une espèce originaire d'Amérique du Sud et centrale, mais dans de nombreux endroits du monde, cet amphibien a été introduit dans le but d'améliorer certains problèmes locaux, mais a rapidement semé le chaos dans les écosystèmes où il a été introduit. Ces crapauds ont été d'abord amenés dans le Queensland en Australie en 1935 dans le but de combattre divers nuisibles de la canne à sucre. Mais comme cela a tendance à se produire, les choses ont rapidement échappé à tout contrôle. Et au lieu de résoudre quoi que ce soit, le crapaud de Cannes est devenu un problème beaucoup plus important pour l'Australie. Ces crapauds, et là peuvent en survivre dans des conditions extrêmes, ils peuvent résister à la sécheresse et à la chaleur tropicale, et mangeront pratiquement n'importe quel animal qui se trouve être plus petit qu'eux. Lorsqu'on combine cela avec leur capacité à pondre jusqu'à 30 000 œufs par portée, vous avez une recette pour un crapaud indestructible qui peut produire beaucoup plus de crapauds chaque année. Bientôt, ils finiront par prendre le contrôle du monde entier, mais ce n'était même pas la pire chose à propos des crapauds de Cannes. Ce qui les rend particulièrement dangereux, ce sont leurs sécrétions hautement toxiques. Les glandes cutanées des crapauds produisent donc des substances appelées buffotoxines, qui peuvent tuer la plupart des prédateurs, y compris les espèces natives qui pourraient en tenter de les manger. Cela a entraîné un déclin significatif des populations d'animaux comme les serpents, les lézards et les petits mammifères, et même les animaux de compagnie comme les chiens sont à risque lorsqu'ils entrent en contact avec le crapaud. En dehors de l'Australie, les crapauds de Cannes ont envahi des parties de l'Asie, des îles du Pacifique et de la Floride aux États-Unis. Et dans ces régions, leur introduction a entraîné un déséquilibre écologique généralisé, et les crapauds non seulement rivalisent avec les amphibiens natifs, mais empoisonnent également les prédateurs qui devraient normalement réguler leur population. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un problème plutôt énorme. Numéro 8. Moules zèbres. Les moules zèbres sont de minuscules mollusques d'eau douce avec des coquilles rayées. Elles font également partie des espèces envahissantes les plus problématiques en Amérique du Nord. Ces créatures sont originaires de la région de la mer Caspienne et de la mer Noire, mais elles ont été introduites par inadvertance dans les grands lacs dans les années 1980 via l'eau de ballast de navires transatlantiques. Cela illustre encore une fois comment les humains ont accidentellement fait des erreurs et créé un désordre dont ils n'ont absolument aucune idée de comment nettoyer. Depuis cette erreur des années 1980, la propagation de ces nombreuses moules a été implacable, et des populations peuvent maintenant être trouvées dans la plupart des États-Unis et au Canada. Donc tout cela, et c'est plutôt peu idéal. Ces moules zèbres sont des filtreurs prolifiques. Elles consomment d'importantes quantités de plancton dans l'eau, ce qui peut dramatiquement changer la nature d'un écosystème. Même si tout ce filtrage peut améliorer la clarté de l'eau, il y a un côté sombre car cela épuise également les sources alimentaires essentielles pour les poissons et d'autres animaux sauvages, et cela est extrêmement destructeur pour les espèces et les écosystèmes natifs. Elles ne font pas non plus de bien aux moules natives, et ces petites monstres sont connues, c'est pour étouffer les moules natives en s'attachant à leurs coquilles en grappes denses. En plus de boucher la nature avec leurs excès, ces moules perturbent également les infrastructures et peuvent être trouvées en obstruant les tuyaux, les systèmes d'aspiration d'eau et d'autres équipements. Les centrales électriques, les installations de traitement de l'eau et les industries qui dépendent des systèmes d'eau ont tous encouru des milliards de dollars de coûts pour retirer ces créatures de leur système. Mauvaise moule, en effet. Numéro 7. Kudzu. Le kudzu est également connu sous le nom de vigne qui a mangé le cochon, et cela malheureusement devrait vous en dire beaucoup sur le véritable fléau que représente cette espèce envahissante. Le kudzu était à l'origine natif du Japon et de la Chine, mais a été introduit aux États-Unis lors de l'exposition centenaire de 1876 à Philadelphie en tant que vigne décorative, et il a ensuite été promu pour ses capacités de contrôle de l'érosion des sols dans les années 1930. Bien que sa croissance rapide et sa nature robuste ayant pu sembler bénéfiques, au départ sa propagation incontrôlée montrerait bientôt qu'il s'agit d'une bête implacable qui dévorerait et détruirait tout sur son passage dans le sud des États-Unis. En fait, cette vigne pérenne, grimpante, peut croître d'environ 1 pied par jour dans des conditions idéales. Elle forme alors des tapis denses de feuillage qui étouffent les arbres, les buissons et même les bâtiments.
Le kudzu prospère dans les climats chauds avec plein soleil, ce qui en fait une cible facile pour son invasion dans le sud-est des États-Unis, en particulier dans des endroits comme la Géorgie, l'Alabama et le Mississippi. Elle avance à un rythme terrifiant de milliers d'acres chaque année, tout en surpassant toutes les autres végétations natives et en détruisant les habitats. Elle peut également endommager les lignes électriques, envahir des champs entiers, et pour ajouter l'insulte à la blessure, elle contribue réellement à la pollution de l'air en augmentant les émissions d'ozone. Numéro 6. La loutre américaine. La loutre américaine est native d'Amérique du Nord, mais elle est un prédateur envahissant à travers l'Europe et certaines parties de l'Asie. Au début du XXe siècle, ces animaux ont été introduits pour l'élevage de fourrure. Mais n'est-ce pas évident, un grand nombre d'entre eux se sont échappés ou ont été relâchés et il y a maintenant, devinez quoi, d'énormes populations sauvages de ces créatures partout. Les loutres américaines sont des chasseurs opportunistes qui se nourrissent d'une large gamme d'espèces, y compris des oiseaux, des petits mammifères, des poissons, des amphibiens et des crustacés. Cela a dévasté les populations d'oiseaux nichant au sol et de radeaux, et au Royaume-Uni, les populations de radeaux ont diminué de 94% dans certaines régions à cause de ces loutres malicieuses. Leur présence a également perturbé les écosystèmes natifs, menaçant souvent d'autres prédateurs comme la loutre européenne, qui essaie maintenant en danger critique dans certaines zones. Numéro 5, Python birmans. Bien qu'il puisse sembler qu'un alligator est vraiment susceptible d'être le principal prédateur dans la plupart des situations, surtout dans les Everglades en Floride, il y a un autre animal qui représente une menace pour ces reptiles dentés et ce serait le python birman. Ces pythons utilisent les zones humides floridiennes comme terrain de reproduction et se retrouvent donc fréquemment en contact avec les alligators américains qui vivent en grand nombre dans cette région marécageuse. Ces deux reptiles sont désormais des ennemis jurés, les alligators dévorant fréquemment des pythons, et les pythons birmans adultes de grande taille représentent une menace réelle pour les alligators de toute taille. Ils peuvent facilement submerger un alligator dans les bonnes circonstances, donc cette paire combative est vraiment un cas de tuer ou être tué et il n'y a pas de place pour l'hésitation. Les images montrent le serpent constricteur intrépide faire plusieurs avances vers divers alligators sous l'eau. Il semble cependant qu'il n'ait pas de chance car chaque tentative d'engager un combat avec un alligator est presque immédiatement contrecarrée lorsque les alligators s'éloignent du serpent ennuyeux. Puisque ces serpents doivent s'enrouler autour de leur proie et passer plusieurs minutes à étouffer leur dîner choisi, cela peut prendre beaucoup de temps pour maîtriser un grand alligator. En fait, qui sait s'ils réussissent vraiment? Il semble que ces grands animaux puissent être un repas légèrement trop ambitieux. Même pour un serpent aussi imposant, vous ne pensez pas. Numéro 4. Étourneau européen. Ensuite, nous avons l'une des espèces envahissantes les plus réussies jamais, et la façon dont elle est arrivée en Amérique était également un peu étrange. Son introduction remonte à 1890, lorsqu'un homme nommé Eugene Shefflan, qui était un admirateur plutôt excentrique de Shakespeare, a libéré environ 60 de ces étourneaux dans le Central Park de New York, dans le cadre d'une étrange tentative d'introduire toutes les espèces d'oiseaux mentionnées dans les œuvres de Shakespeare. Ce n'est pas vraiment une bonne idée, mais les gens à l'époque faisaient souvent des choses étranges comme cela, et puis, quelque peu étonnamment, les étourneaux ont prospéré. Ils ont commencé à se multiplier rapidement et se sont répandus à travers tout le continent. Aujourd'hui, leur population est estimée à environ 200 millions à travers l'Amérique du Nord. Cela peut ne pas sembler un problème gigantesque. Nous sommes tellement habitués à ces oiseaux après tout. Mais le fait est qu'ils n'étaient jamais censés vivre dans l'environnement de l'Amérique du Nord, et donc ils posent un déséquilibre significatif à l'écosystème. Dommage aux cultures compétition avec la faune native et propagation de maladies comme l'histoplasmose avec leur déjection, c'est tout simplement dégoûtant. Numéro 3. La tortue à oreilles rouges. Ensuite, nous avons un bully écologique qui a commencé dans le bassin du fleuve Mississippi et a ensuite pris le contrôle du monde entier. Elle se trouve maintenant sur chaque continent, sauf l'Antarctique, et leur propagation implacable à travers le globe peut être imputée, vous l'avez deviné, à des humains idiots. Une fixation sur les tortues, ninjas et une possession irresponsable d'animaux de compagnie, comme abandonner ces tortues lorsqu'elles deviennent grandes, ou vous savez, vivent pendant 1 milliard d'années, ont conduit à cette invasion de tortues, et il n'y a aucun moyen de renverser les dommages écologiques qui ont déjà été causés. Bravo les gens. Bravo.
Dans des environnements non natifs, les tortues à oreilles rouges surpassent les espèces de tortues indigènes pour la nourriture, les sites de nidification et les zones de basking. Et dans les deux, au Canada et en Californie, elles menacent des espèces natives, comme la tortue peinte occidentale et la tortue du lac occidental. Leur avantage concurrentiel provient de leur taille, de leur adaptabilité et de leur capacité de reproduction prolifique. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 180 œufs chaque année, ce qui représente beaucoup de tortues. En plus de tout cela, ces tortues à oreilles rouges peuvent également transporter des maladies comme la salmonelle et des infections respiratoires qui peuvent de lui se propager à d'autres animaux sauvages et aux êtres humains. Elles sont également devenues des réservoirs de bactéries résistantes aux antibiotiques, en raison de l'utilisation abusive des antibiotiques et des couvoirs. C'est donc tout simplement merveilleux, n'est-ce pas? Non seulement ces tortues vont conquérir le monde, mais elles vont aussi nous tuer tous, et c'est brillant. Numéro 2. La carpe asiatique. Les carpes asiatiques envahissantes ont semé le chaos écologique aux États-Unis. Elles menacent particulièrement le bassin du fleuve Mississippi et menacent également les grands lacs. La chose ridicule est qu'elles ont été délibérément importées dans les années 1970 pour tenter de contrôler les algues et les mauvaises herbes dans l'aquaculture, mais bien sûr ces poissons se sont échappés dans la nature lors de diverses inondations et maintenant ils sont vraiment hors de contrôle. Ces grands poissons agressifs ont d'énormes appétits pour le plancton et sont également très efficaces pour se reproduire, donc ils surpassent totalement les poissons natifs et ont perturbé les écosystèmes tout en nuisant aux pêches commerciales et sportives. Il y a aussi beaucoup d'autres conséquences plutôt désastreuses de cette invasion massive de carpes. Les carpes argentées sont notoires pour sauter hors de l'eau lorsqu'elles sont effrayées. Cela met réellement les plaisanciers en danger physique. Ces espèces changent complètement le visage des endroits où elles se trouvent maintenant en si grand nombre, comme dans le lac Erie, où il y a eu des modèles prédictifs suggérant que les carpes asiatiques pourraient en dominer jusqu'à 30% de la biomasse des poissons au cours des 20 prochaines années. Cela pourrait entraîner le déplacement total d'espèces locales comme le doré. Des leçons doivent être tirées car c'est un exemple si évident d'un mauvais jugement utilisé pour des solutions à court terme qui a conduit à un cauchemar écologique à long terme. Numéro 1. Les lapins. Les lapins, ce sont juste les petites choses les plus mignonnes, n'est-ce pas? Avec leur nez frétillant et leur queue duveteuse, ces créatures sautillantes ne pourraient pas être une menace pour la société, n'est-ce pas? Eh bien peut-être qu'elles le pourraient. Les lapins ont été introduits pour la première fois en Australie. Intentionnellement, je devrais ajouter en 1859 en tant que source de nourriture et pour la chasse, mais ils sont très vite devenus l'une des espèces envahissantes les plus destructrices du pays. L'Australie est un pays très sensible et son écosystème a été sévèrement attaqué par des espèces extérieures qui n'ont vraiment rien à y faire. Les lapins peuvent, comme vous le savez, sans doute se reproduire assez bien. Comme les lapins et leur reproduction rapide et leur adaptabilité leur ont permis de se répandre sur de vastes zones avec des populations explosant à plus de 10 milliards au début du XXe siècle. C'est fou. Ils sont accusés de surpâturer les plantes natives, ce qui peut entraîner la destruction de l'habitat pour d'autres espèces ainsi que provoquer l'érosion des sols et endommager la biodiversité d'une zone. Ils sont également des fouisseurs extrêmement efficaces et leurs terriers ont causé des dommages aux infrastructures, déstabilisant même les routes et les remblais. Maintenant, je sais qu'ils sont toujours mignons, même s'ils sont des hooligans absolus. Eh bien, c'est tout pour ce regard terrifiant sur les pires espèces envahissantes qui existent. S'il vous plaît, là, ne libérez aucun de vos animaux exotiques dans les égouts ou les forêts ou quoi que ce soit. Ces choses sont un cauchemar vivant et peuvent changer le visage de la Terre telle que nous la connaissons. Laquelle d'entre elles va s'infiltrer dans vos cauchemars ce soir? Allez-y et faites-moi part de toutes vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.